colonel Moumar Gueye est un poète écrivain né à Saint-Louis au Sénégal. Il est ingénieur des eaux et forêts et titulaire d'un master de sciences en aménagement de la faune et gestion des ressources naturelles de l'Université d'État de Virginie aux États-Unis. Auteur de plusieurs ouvrages, dont La malédiction de Rabi, le colonel Moumar Gueye aujourd'hui est face aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne dans Livre ouvert. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Moumar Gueye, ici présent, qui est l'auteur du livre. Les élèves du cours Sainte-Marie de Anne et le club de lecture vous souhaitent la bienvenue. C'est à toi que je m'adresserai tout particulièrement. Dior n'est pas ta coépouse, c'est ta mère. Considère-la comme telle et tu bénéficieras de sa protection et de son expérience. Inch'Allah, j'en suis sûre. Pour une femme, vivre dans un ménage polygame, c'est partager le patrimoine moral et matériel que Dieu a bien voulu confier au mari commun. Le ménage polygame a existé dans la plupart des sociétés et civilisations anciennes depuis toujours. Si la polygamie était fondamentalement une mauvaise chose ou un acte contre nature, elle n'aurait pas été pratiquée par toutes les créatures qui allaient leurs petits. Par ailleurs, l'islam et son prophète, paix et salut sur lui, l'autorisent. Nogaï, je voudrais te rappeler les recommandations que ton père t'a données au départ de Nodjor. Je t'invite à ne jamais les oublier. Je souhaite que tu te soumettes corps et âme à Djorsek comme tu l'aurais fait avec ta propre mère. À partir de ce jour, je tourne le dos au football, pour la raison que vous avez tous constatée. Vous avez tous vu que certains dirigeants, sous prétexte de gérer le groupe et de sauvegarder l'esprit d'équipe, tergiversent, hésitent et fuient devant leurs responsabilités quand il s'agit de prendre des sanctions contre un joueur coupable d'inconduite manifeste et de violation flagrante du règlement intérieur. Comment peut-on imaginer qu'un footballeur, convoqué en équipe nationale, refuse délibérément de répondre à l'appel de la patrie, sous prétexte qu'il aurait besoin de repos ou que sa femme devrait accoucher incessamment? Si un militaire s'était comporté de la sorte à l'appel du drapeau de sa patrie, il aurait été considéré comme un déserteur, coupable de haute trahison et traduit devant un tribunal à formation spéciale, avant d'être jeté en pâture à l'opinion publique de son pays, qui le considérait comme un traître pour le reste de sa vie. Pourquoi, mon Dieu, les hommes sont-ils si cruels, si violents, si injustes envers nous, leurs mères, leurs sœurs, leurs filles et leurs épouses? Pourquoi, bon sang, les femmes sont-elles victimes d'assauts répétés de cette catégorie d'hommes primitifs, agressifs et barbares, qui perdent la raison sous l'effet de leurs pulsions internes ou sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou de la colère? L'homme a-t-il oublié que sans la femme, il ne serait pas, il ne représenterait rien? Quand l'homme comprendra-t-il que c'est la femme qui a reçu en son sein la semence par la volonté de Dieu et qui a porté 9 mois durant le fœtus issu de cette semence, avant de lui ouvrir les portes de la vie? Quand comprendra-t-il que c'est la femme qui a allaité ce bébé qu'il fut, un bébé sans défense ni aucun moyen, 2 années durant, que c'est la femme qui l'a cajolé, dorloté, soigné, protégé et éduqué jusqu'à l'âge de la puberté? Quand l'homme comprendra-t-il que chaque fois qu'il malmènera, violera, insultera ou frappera une femme, il sera en train de violenter sa mère, de brutaliser sa sœur, de malmener sa fille ou d'humilier la mère de ses enfants? Tant que les hommes ne comprendront pas la valeur et le rôle fondamental de la femme dans la société, ils resteront perpétuellement des êtres primitifs, des attardés intellectuels, indignés de bénéficier de l'affection d'une mère ou de l'amour d'une épouse. Il ne me resterait plus qu'à prier tous les dieux des cieux et de la terre, pour que tonton maudit, ainsi que tous les hommes violents, violeurs, insulteurs et frappeurs de femmes soient à leur tour accablés par la malédiction que je leur avais lancée jusqu'au jour du jugement dernier.
que j'ai bien écouté ces extraits du roman La malédiction de Rabi. Ce qui m'a poussé un peu à écrire ce roman, j'ai essayé de voir les maux qui gangrènent la société sénégalaise. J'ai essayé de faire une radioscopie de la société sénégalaise. J'ai extrait des mots et j'ai essayé de les traiter dans ce roman-là. Et quand un violeur essaie de vous avoir, il vous flatte. Il vous fait croire que vous êtes la créature la plus importante sur Terre. Et ici, il y a des extraits où, eh bien, le violeur était en train de dire ceci à Rabi. Rabi, tu ressembles à un bijou en rubis et en corail, une perle dormant dans un écrin de velours fauve. Tu ressembles à une pervenche tombée des célestes prairies. Rabi, tu es resplendissante comme un flamboyant au seuil de l'hivernage. Rabi, ton regard m'enlace et m'enivre. Ton sourire croissant de lune au diastème ravageur. Tes lèvres arc-en-ciel et tes seins provocateurs m'agressent et me font perdre la tête. Rabi, tu ressembles à une vierge venue des divines prairies. Rabi, tu me fais perdre la raison. Tu hantes mes nuits et envahis mon cœur esselé. Bienvenue, Rabi, bienheureux Rabi sera celui à qui Dieu donnera la chance fantastique d'explorer et de caresser de plein droit toutes les parcelles et particules de ton corps à la peau de satin, de la pointe de tes orteils jusqu'à l'extrémité de ta chevelure soyeuse. Comblé sera l'homme qui un jour aura un droit de lire à sa guise les poèmes de ton corps de sirène et d'écouter les pulsations musicales de ton cœur juvénile. Vous voyez ça? Il vous flatte, il vous prend pour une déesse alors que c'était un piège. Donc j'ai essayé de dénoncer et d'éveiller, dénoncer le viol et d'éveiller les filles qui pourraient se laisser entraîner dans les pièges de tous ces violeurs-là. Donc voilà pourquoi nous avons essayé de traiter ce sujet dans La malédiction de Rabi. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire dans un registre tragique? Mais j'ai essayé simplement de toucher la fibre sensible des lecteurs. Ce que j'ai écrit, ce n'est pas pour moi. C'est pour la jeunesse de mon pays, hommes et femmes. Donc j'ai essayé de sensibiliser, de voir les maux qui gangrènent notre société et de voir un peu où ça peut aboutir. C'est une malédiction. Une malédiction, vous ne pouvez pas vous attendre. Il y a des gens qui m'interpellent dans la rue en me disant « Oh, vous êtes méchant, pourquoi Rabi? Pourquoi elle a eu ça? Pourquoi elle a... » Mais c'est des choses qui existent, qui peuvent arriver. Hein? Si vous regardez bien, j'ai essayé de parler de pratiquement tous les maux de notre société. J'ai parlé de la polygamie, parce que la polygamie aussi présente des inconvénients très graves si elle n'obéit pas aux règles prescrites. Les funérailles chez nous, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un meurt, eh bien, on se met à faire de la fête, hein, au lieu de prier pour le défunt, etc. On y ajoute des choses qui n'ont rien à voir. Les brimades, il y a des gens, hein, garçons ou filles, qu'on confie à leur tante ou à leur père ou à leur mère ou je sais pas, et on les fatigue. Que ça soit même dans certaines écoles traditionnelles, dans les daras, dans d'autres circonstances, ça se passe aussi. J'ai parlé de l'excision que j'ai condamnée, hein, qui n'est pas une nécessité humaine. Vous voyez, et j'ai parlé des violeurs
on en a parlé tout à l'heure, du viol, du mariage forcé. Le mariage forcé, c'est un mal de notre société. On ne devrait pas exiger, demander à un garçon d'épouser forcément telle fille ou telle fille d'épouser forcément un garçon. Les fugues, quand on a mal quelque part, on est maltraité, on souffre quelque part, eh bien on fugue. Et très souvent, ça se termine mal. Il y a les pédophiles, de gros gaillards, de grandes personnalités qui essaient d'exploiter des enfants, garçons ou filles. Vous en avez entendu parler. On a parlé aussi des naufrages au niveau comment on appelle, des voyages clandestins, ce que les garçons ont, même maintenant les filles sont dedans. Émigration clandestine. Là aussi on en a parlé. Donc vous voyez que ça c'est une récapitulation de tous les maux de notre société, surtout les maux qui affectent les jeunes garçons et filles. Donc voilà ce qui m'a poussé un peu à traiter ces questions-là, et de la manière la plus dramatique, pour que ça puisse toucher, que les gens sachent que ça là, ça peut m'arriver si je ne fais pas attention. Parmi les chapitres du livre, lequel est le plus sensible et pourquoi le pensez-vous? Les chapitres, je crois que tous les chapitres sont sensibles, hein. Mais le chapitre le plus sensible, à mon avis, c'est le viol, vous voyez. C'est le viol. J'ai trouvé que c'est quelque chose de très courant maintenant, très courant, et c'est quelque chose qui peut complètement bouleverser la vie d'une personne, que ce soit l'homme ou la femme. Il y a des gens qui ont violé, qui se sont retrouvés en prison pendant 15 ans, pendant 10 ans. Et il y a des filles qui ont été violées, qui ont perdu la raison, définitivement. Et donc c'est quelque chose de fondamental. La vie en commun est organisée par des règles, les règles de la société. Que ça soit à travers la religion, parce que toutes les religions révélées sont contre le viol. Donc c'est quelque chose qui est réglementé. Il ne faut pas se comporter comme des animaux. Et parlons un peu des animaux. Très souvent, les gens disent oui, oh, les animaux, nous ne sommes pas des animaux. Mais les animaux sont très bien organisés dans ce domaine-là. Quand vous voyez une famille de lions, par exemple, il y a toujours un mâle dominant. J'en parle parce que je suis spécialiste de la faune. J'ai eu un Master of Science, Fisheries and Wildlife Science de l'université d'État de Virginie aux États-Unis. J'ai été conservateur du parc national du Nyokolokoba et conservateur du parc du Delta du Saloum. Donc je connais ce sujet-là. Eh bien, quand il y a le mâle dominant, eh bien, ce mâle dominant est le chef. C'est le plus fort, c'est le plus puissant, etc. Et ensuite, il y a la jeune génération, les adolescents qui commencent à grandir et qui commencent à essayer de sauter les femelles qui sont dans l'harem. Eh bien, là intervient le mâle dominant qui chasse ces jeunes-là pour les pousser à aller voir un autre groupe pour s'intégrer là-bas. C'est pour éviter la consanguinité et tout ça. Ensuite, vous ne verrez jamais deux animaux de même sexe monter l'un sur l'autre. Jamais. Les animaux ne font pas ça. Il n'y a que les êtres humains qui le font en violation des règles. Ils le font pour le simple plaisir. Parce que cet acte-là ne peut pas donner naissance à un bébé. Mais ça peut procurer du plaisir à ceux qui le font. Donc ils le font uniquement pour le plaisir. Les animaux ne font pas l'amour pour le plaisir. Ils le font pour la reproduction. Voyez. Donc j'ai
parler de... Je vous ai dit que c'est le point le plus sensible, le viol, etc. Parce que ça doit obéir normalement. Les relations entre mâle et femelle doivent obéir à des règles de civilité, des règles qui obéissent aux lois de la nature. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'humanité va progresser de manière harmonieuse. Est-ce que l'histoire de la malédiction qu'a subi Rabi existe vraiment dans notre société? Mais tous les sujets que j'ai traités existent ici. Il y a des cas que j'ai vus, moi. Ça existe. C'est un roman, on ne peut pas le classer dans en tout cas l'environnement du Sénégal. Je ne peux pas vous dire que c'est à Louga ou bien c'est à Guédiawaye ou quelque chose comme ça, mais ce sont des événements qu'on a vus dans nos sociétés. Les histoires de la polygamie, des coépouses qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas, eh bien, il y en a. Il y en a. Donc, on en a parlé. Il y a aussi des hypocrisies dans la polygamie. On a vu des coépouses qui se donnent des pots de banane ou des coups bas. On a vu ça. Donc, ça existe. Les funérailles, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez toujours, quand quelqu'un meurt, eh bien, d'abord, il peut être malade pendant des mois, personne ne vient le voir, personne ne l'aide à acheter des médicaments, eh bien, mais quand il meurt, eh bien, on tue des bœufs, on fait la fête pendant 3-4 jours, etc. On dépense beaucoup d'argent, alors que ce pauvre qui est mort en aurait eu besoin si on lui avait donné ça pour se soigner, etc. Les brimades, on a toujours vu des enfants qu'on a confiés à leur tante, à leur oncle, à leur frère ou à la coépouse de leur mère, eh bien, et qu'on a maltraité. Voyez, moi j'ai subi une forme de maltraitance. J'ai subi une forme de maltraitance de cette nature-là. Hein? Alors, l'excision, c'est un mal de notre société. Même si culturellement, il y a des sociétés qui gèrent ça, qui le font, mais c'est quelque chose qui fait très mal et qui n'est pas absolument nécessaire. Ceux qui n'ont pas subi l'excision, mais se portent très bien. Alors que ceux qui l'ont subi, eh bien, ont toujours quelque chose qui manque à leur corps, à leur sensibilité. Il fallait en parler. Les violeurs, on revient encore, c'est le même cas. Ils sont là. Et avant, on ne pouvait pas craindre on ne pouvait pas craindre qu'une fille soit violée par son frère ou par son père. C'est devenu extrêmement grave. Les animaux ne font pas ça. Les animaux ne violent pas. Mais maintenant, on a un frère qui viole sa sœur. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Hein? Le mariage forcé, pour des raisons d'argent. Hein? Quelqu'un vient, veut épouser votre fille ne l'aime pas, et vous lui dites oui, parce que oui, tu ne veux pas, parce que celui-là, il a de l'argent, etc. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Il est bien, il est ceci, il est cela. Alors que c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Le parent a juste une préoccupation majeure. La préoccupation, c'est que sa fille soit entre les mains de quelqu'un qui l'aime, qui puisse l'entretenir et qui puisse la protéger. C'est uniquement ça, la préoccupation du parent. Mais si ces points-là sont satisfaits, généralement, les parents n'y voient aucun inconvénient. Maintenant, des fois, les filles ou les garçons se trompent. Ils croient avoir fait le bon choix, alors que le parent a vu loin, très loin, et dit à sa fille, fais gaffe, attention. Dans la tradition sénégalaise, avant de donner sa fille en mariage à quelqu'un, ou avant de permettre à son enfant d'épouser quelqu'un, il y avait des enquêtes.
des enquêtes d'origine, des enquêtes de moralité, des enquêtes. C'est pour éviter des conflits après. Parce que quand il y a comment on appelle ça, incompatibilité culturelle, c'est-à-dire moi je crois en quelque chose, mon épouse n'y croit pas. Généralement ça pose des problèmes. Il faudrait donc une compatibilité culturelle. À partir de ce moment-là, vous pouvez vivre ensemble, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça ne peut aller que vers l'avant. Alors, là aussi, je peux ajouter qu'il y a des chasseurs de richesse qui voient ma fille, qui pensent que moi, je suis riche, j'ai de l'argent. Donc, s'il épouse ma fille, il va bénéficier de ce que j'ai moi. Et pour cela, quand il épouse ma fille, il ne fait rien pour elle. Alors que c'est le mari qui doit entretenir sa femme. Même si son père, le père de la femme est milliardaire, c'est lui qui doit entretenir sa femme. Si on est incapable d'entretenir sa femme, on n'a pas à se marier. Ça, c'est la règle. Donc là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de traiter ce truc de mariage forcé. Et le mariage forcé, ça provoque aussi des fugues. Dans le texte, c'est ça. On vous donne quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais vous ne pouvez pas vivre ensemble avec cette personne-là. Si vous n'y pouvez rien, vous prenez la fuite. Et la fugue est extrêmement dangereuse. Parce que vous pouvez faire une fugue, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Ah bon, on vous a fait ça. Oh, votre père est méchant, votre mère est méchante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Essayez de vous attirer. Et lui-même, c'est un hypocrite. Il profitera de vous et s'attaquera à vous, profitera de vous au moment où vous ne vous y attendrez même pas. Donc là, fuguer, c'est dangereux. Surtout quand on va dans la nature. Vous fuguez, vous allez voir la sœur de votre mère ou la sœur de votre père, je peux comprendre ça. Mais fuguer et aller se mettre, dormir sur les bancs de la rue, eh bien ça, c'est vraiment mettre sa vie en danger et d'une manière extrêmement grave. Là aussi, il y a le cas de Mafal. Mafal était un pédophile. Moi, je dis toujours à mes enfants, elles sont là, je leur dis, dans la rue, ne répondez à aucune question. No Tudu, tu réponds pas. Fangedek, tu réponds pas. Parce que simplement, c'est comme ça que ça commence. Je vais t'envoyer, m'acheter ceci ou cela, ou voilà, vous passez quelque part chaque fois, une personne plus âgée que vous offre des bonbons, vous offre ceci, vous offre cela, et vous habitue à sa personne. Et l'enfant a toujours tendance à dire « Oh, il est tellement gentil, jusqu'au jour où... » Il y a aussi autre chose. Des fois, un garçon, votre ami garçon, très gentil et tout, vous invite à boire. Vous ne faites pas attention, il met quelque chose dans le verre. Un somnifère ou quelque chose qui vous fait perdre la raison. Vous buvez et puis à un moment donné, vous tombez. C'est ce qui s'est passé, on l'a raconté dans la presse, ce qui s'est passé avec les Miss Sénégal là. Il semble que c'est quelque chose comme ça. On vous invite, vous ne faites pas attention, on vous met quelque chose, vous buvez. Donc il faut faire très attention à ce que vous mangez et à ce que vous buvez quand vous êtes hors de chez vous. Ça, garçons et filles. Alors, naufrage, émigration clandestine. Ça, c'est le comportement le plus absurde de notre jeunesse. C'est extraordinaire. Le Sénégal est un pays extrêmement riche. On ne le savait pas nous-mêmes. Vous voyez que c'est avant-hier seulement qu'on a découvert qu'on avait du pétrole et du gaz en quantité industrielle. On a de l'or, on a du fer, on a du zircon, on a du phosphate. Notre pays, à chaque période de l'année, il y a quelque chose qui pousse
et qui inondent le pays. Vous avez vu la période des mangues, la période des melons, la période des pastèques, la période du mbokh, là, le maïs. Chaque année, à n'importe quel... Vous voyez l'oignon. Vous voyez quelque chose qui pousse en quantité énorme au Sénégal et nous, on ne se rend même pas compte. On devrait passer tout notre temps à remercier le bon Dieu de nous avoir gratifiés de tous ces biens-là. Et pourtant, nos enfants disent, oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver 500 000 francs, 1 million, ils vont payer un passeur qui va les envoyer en mer et la plupart du temps, ils meurent là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Si nos enfants tournent le dos au pays, parce que simplement pour le moment, ils estiment qu'ils n'ont pas ce qu'ils devraient avoir, donc il faut qu'ils aillent en Espagne pour aller travailler dans les champs de raisins ou dans les champs d'oignons, eh bien, ils préfèrent ça que de le faire ici dans leur pays. C'est quelque chose d'extrêmement absurde et dramatique. C'est absurde et dramatique. Personne ne viendra ici pour développer notre pays. Vous avez vu ici des pays limitrophes qui ont beaucoup de citoyens ici, des millions issus d'un pays limitrophe ici, qui travaillent tout. Quand vous allez au marché aux poissons, vous les trouvez en train d'écailler le poisson. Ici, un garçon voilà, qui est né à Dakar, qui dit, ah non, 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 ils veulent un bureau, ils veulent tout de suite une voiture, ils veulent ceci ou cela. Moi qui vous parle, je suis né à Saint-Louis du Sénégal. J'ai grandi là-bas. J'ai étudié le Coran là-bas. J'étais de parents pauvres. Ma mère vendait des légumes et des fruits dans la rue. Mon père était un marabout, un imam de mosquée, il n'était pas riche. Moi, je suis né dans une case à Saint-Louis du Sénégal, à la langue de Barbarie. J'ai grandi dans une baraque. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais vécu dans une maison en dur. J'allais chercher de l'eau au robinet de la rue. En ce moment-là, il n'y avait pas de robinet dans les maisons, c'est dans la rue. J'allais chercher de l'eau pour mes parents, pour amener à la maison. J'ai étudié à l'école primaire, j'étais à l'école d'Ots, puis à l'école de Sénéfebougou. Des fois, on avait des séances de cinéma. On nous disait, bon, il y a cinéma, chacun doit donner 50 francs. Ma mère ne pouvait pas me donner 50 francs et moi, je venais dire au maître, je n'ai pas 50 francs, je rentre à la maison. Des fois, c'est le maître lui-même, puisqu'il semble que j'étais un très bon élève. Donc, le maître payait pour moi, pour me permettre d'assister à la séance de cinéma à l'époque. Au cinéma, ça se passait au cinéma Rex à l'époque. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, j'allais dormir dans une chambre climatisée avec une télécommande. Hein, tu fais ça, tu as Alors je le dis toujours à mes enfants, je dis, vous, vraiment, vous avez eu de la chance. Parce que moi, quand je devais me laver à Saint-Louis, j'allais à la mer ou au fleuve à Saint-Louis. Tous les jeunes de ma génération, c'était ça. On n'y allait pas quand il faisait froid. Donc pour se baigner, il fallait vraiment reporter ça plusieurs fois parce qu'il faisait très froid, aussi bien au fleuve qu'à la mer. Mais on vivait comme ça. On a vécu des moments extrêmement difficiles, contrairement à vous. Vous, vos parents vous ont amené dans cette école-là, brillante école, avec des enseignants compétents. En directeur, le ministre André Sonko, que je salue en passant, qui est une haute autorité de ce pays-là, hein, qui ne vous laissera jamais faire ce que vous voulez, qui vous éduquera, qui vous apprendra, eh bien, les règles de la vie. Vous avez de la chance. Mais nous, on a échappé, mais on a continué, on est parvenu à écrire la malédiction de Rabi. Ma mère n'a pas fait l'école. Mon père était en tout cas un maître coranique. Hein, et voilà, il n'avait rien de particulier. Et pourtant,
mes sœurs n'ont jamais fait l'école. À la maison, c'est moi qui lisais tout, qui faisais tout moi-même. Je n'avais ni grand frère, ni petit frère, ou ni sœur, grande sœur ou sœur, qui pouvaient m'aider à apprendre mes leçons. Et pourtant, je suis parvenu là où je suis aujourd'hui. Je le dis toujours, il faut savoir persévérer. Il ne faut pas se presser dans la vie. Si vous vous pressez, vous êtes perdu. Moi, j'ai reçu énormément de coups bas dans la vie. J'ai écrit un livre, peut-être on pourra en parler un jour. Ça s'appelle « Crise au projet agroforestier de Diourbel, mon combat contre l'arbitraire ». C'est un livre qui est en vente actuellement. J'ai écrit ça depuis 2002. J'étais directeur d'un projet. Ce projet était un projet de lutte contre la pauvreté. Il fallait creuser des puits, il fallait créer des périmètres maraîchers, il fallait planter des arbres, il fallait apprendre aux femmes, en tout cas l'alphabet Wolof, l'écriture Wolof, la langue nationale. C'était un budget de 8 milliards. Un ministre de la République de ce pays, qui était mon patron, m'appelle dans son bureau. Il me dit, est-ce que vous avez de l'argent dans votre projet? J'ai dit oui. Il me dit, le budget, c'est combien? J'ai dit 8 milliards. Il me dit, qu'est-ce que vous avez reçu? J'ai dit, pour le moment, on n'a encore presque rien reçu. On n'a reçu que 80 millions. Il me dit, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'élection du président de la République? J'ai dit, quel président de la République? Il me dit, oui, le président Abdou Diouf. Je dis, ah non, moi, je n'ai rien prévu pour ça. Il me dit, il lève la voix, il me dit, mais vous ne savez pas que c'est moi qui vous ai placé là-bas? Je lui dis, peut-être que oui. Mais je ne suis pas là-bas pour faire réélire le président Abdou Diouf. Il me dit, bon, on va voir ça. Il se lève, il me serre la main et puis il me tourne le dos. Le lendemain, il me renvoie. J'ai été renvoyé pendant 6 mois parce que j'ai refusé de lui donner l'argent de mon pays. C'est comme ça que ça s'est passé. Et les organismes qui finançaient le projet, c'est-à-dire le FIDA, le Fonds international de développement agricole, et la BOAD, Banque Ouest Africaine de développement, ont bloqué l'argent du projet pendant 6 mois. Ils ont dit, tant que vous ne le remettez pas en place, ou en tout cas, vous nous dites qu'est-ce qu'il a fait, le projet sera bloqué. Je me suis battu pendant 6 mois. Je suis allé à la Cour suprême. Je suis allé, la presse en a parlé, etc. Et je suis resté dans la rue pendant 6 mois parce qu'un ministre de la République a voulu que je vole de l'argent pour lui donner ça. Je n'ai jamais voulu faire ça. J'ai toujours pensé à une décoration que j'ai eue en 1983. J'avais une trentaine d'années. C'était une décoration que l'État, le président de la République, Abdou Diouf, m'avait accordée parce que j'avais... semble-t-il bien travaillé quand j'étais inspecteur des eaux et forêts de Tamba. C'était chevalier de l'ordre du mérite. C'était la plus petite décoration. Le président de la République ne donne pas ça en général. Le président, il donne, voilà, commandeur de l'ordre national du Lion, comme on en a donné aux footballeurs ces temps-ci, ou alors grand officier de l'ordre du mérite, ou grand croix de l'ordre du mérite. C'est la plus haute distinction, comme Grand Croix de l'Ordre national du Lion. Donc j'ai eu ces distinctions-là. J'ai dit non, je ne gâcherai pas ça. Je ne ferai jamais quelque chose pour lequel eh bien, quelqu'un va m'indexer en disant oui, hein, vous avez fait telle chose quand vous étiez au projet agroforestier. Je le dis à mes enfants, je dis à ma fille, il faut toujours se dire que tôt ou tard, quand vous passez à côté de la morale, de l'honneur et de la dignité, eh bien un jour on vous indexera et on vous dira vous avez fait telle chose ou votre père a fait telle chose. Même si vous faites, vous, des bêtises, on ne dira pas Yaye Fabinte Gueye a fait telle chose. On dit la fille de Momar Gueye a fait quelque chose. Parce que vous, on ne vous connaît pas. Vous là, on ne vous connaît pas. C'est vos pères, que les gens qui sont et vos mères, qui sont de dignes fils ou filles de ce pays-là, qu'on connaît. Et donc, quand on les met à la une d'un journal, eh bien, ça passe plus facilement. Mais vous, on vous ignore. Personne ne vous connaît. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous faites.
J'en ai profité un peu pour passer des messages vraiment de civisme, de patriotisme, de dignité et d'honneur. C'est ça qui compte. Ne jamais se presser pour dire il faut que j'ai tout aujourd'hui. Voilà. Pourquoi le nom de Rabbi et quel rôle a joué Nogaï dans la vie de Rabbi? Devait-elle transgresser les traditions? Oui, no Rabbi, je trouve que c'est un joli nom, un nom très poétique, hein, et ça rappelle même Rabbi qui est le Dieu puissant. Alors c'est juste une invention romanesque, Rabbi. Et vous avez vu à l'intérieur d'ailleurs, quand Maudit essayait de la flatter, il y a toujours le mot Rabbi qui vient, Rabbi, tu ressembles à un bijou, en rubis, en corail, etc. Nogaï, c'est sa mère. Nogaï, c'est sa mère et c'est elle qui devait me permettre de développer les problèmes de la polygamie, hein, et les sournoiseries, les hypocrisies qu'il y a dans la polygamie. Donc c'était juste ça, il n'y a aucune particularité pour ça. Voilà. La cause des malheurs de Rabbi est due à un non-respect des traditions, ce qui lui a entraîné une malédiction qu'il a suivie tout au long de sa vie. Pensez-vous que ces malédictions, elles sont réelles ou c'est juste des superstitions? Ces croyances-là existent. Ces croyances-là existent. Ce n'est pas toutes ces croyances qui sont réelles, mais ce sont des croyances qui existent. Moi, j'ai travaillé avec des Japonais. Ils sont allés dans un village et ils ont dit qu'ils voulaient s'installer là-bas. Est-ce qu'il y a des pratiques qu'on devrait faire avant de commencer? Et les villageois leur ont recommandé de tuer une chèvre et de donner ça en charité. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas dit, oh, ça c'est des histoires. Il ne faut jamais faire ça. Quand vous allez dans une communauté, on vous dit, ah, ici, avant de faire telle chose, il faut ceci, ceci et cela. Respectez ça. C'est plus sûr. Sinon, vous pouvez avoir des surprises. On a vu des cas comme ça. Donc voilà, ce sont des oracles. Même dans toute l'histoire de l'humanité, depuis les Grecs, en passant par les Arabes, en passant chez nous, les Africains particulièrement. Hein? Il y a toujours des choses, on vous dit, ah, il faut, avant de faire telle chose, il faut faire. Ça ne vous coûte rien de donner quelques morceaux de sucre à quelqu'un avant d'aller. Vous le faites. Ça ne peut que vous faire du bien. Mais ne piétinez jamais ces croyances-là. Il y a le premier film sénégalais, ça s'appelle Liberté 1. C'était une route qui devait passer et là où il y avait un baobab. Liberté 1, ça a été joué par Iba Gueye, le fils de Lamine Gueye, le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Eh bien, c'est l'histoire de ce baobab-là où on mettait des cadavres. Et ils ont dit, on n'y touche pas. Donc ces croyances-là, je vous confirme encore que ça existe, mieux vaut les respecter que de les violer. Voilà. Quels ont été les messages que vous avez voulu faire passer aux lecteurs? J'ai juste voulu vous éveiller sur les principaux maux qui gangrènent notre société. Je l'ai déjà dit. Quand je parle de la polygamie, il y a des familles qui ont été complètement détruites par des conflits de polygamie. Et c'était pour dire, donner des leçons en disant, attention, la polygamie, si vous comprenez que c'est juste pour partager un bien commun, etc., il n'y a pas de problème.
Moi, ma mère était dans un ménage polygame. Mon père avait 4 femmes. Moi, j'en ai 3. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucun conflit là-dedans, ni entre les enfants, ni entre les femmes. J'ai parlé les problèmes des funérailles. Vous voyez, des fois, on met dans la rue des tentes, on barre la route, on se met à tuer des bovins et tout ça là, rien que pour l'histoire de funérailles. Voilà, regardez les titres. Et vous comprenez que j'ai voulu attirer l'attention sur tous ces mots-là. Voilà. On vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et nous avons eu les réponses que nous voulions et vous nous avez donné beaucoup plus d'éclaircissements sur le pourquoi du comment vous avez écrit ce livre. Je tiens aussi à remercier mes camarades et l'organisation. Voilà, merci beaucoup. Je voulais juste vous dire merci. Merci aux autorités des cours Sainte-Marie de Hann. En particulier le directeur général, le ministre André Sonko, que je connais, que je respecte et que je remercie infiniment. Le corps professoral, vous avez fait preuve d'imagination et vous avez compris que le savoir est dans le livre. Tous les messages que nous avons reçus de notre Créateur, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah et le psautier, ce sont des livres. Ce sont des messages. Si vous continuez à lire, vous ferez grandir vos connaissances, vous saurez comment vous comporter dans la vie. Si vous abandonnez le livre, le savoir vous abandonnera. Merci beaucoup.